Ma femme voulait une permission de sortie, alors je lui ai offert une surprise brutale. Histoire d'infidélité sur Reddit. Je suis assis à la table de la cuisine quand Émilie me lâche la bombe. Pas pendant une dispute, pas après une bagarre. Juste un mardi soir, 19h30, pendant que je trie les factures et qu'elle remplit le lave-vaisselle. Nathan, il faut que je te demande quelque chose, dit-elle. Sa voix a ce ton prudent, celui qu'elle utilise quand elle s'apprête à m'annoncer que les charges de copropriété ont augmenté ou que Caleb a besoin de nouveaux crampons. Je lève les yeux de la facture d'électricité, le crayon toujours à la main. Qu'y a-t-il, je demande. Elle ferme le robinet et me fait face. Ses cheveux blonds sont attachés en un de ces chignons décoiffés qui lui a pris 20 minutes à rendre faussement négligé. Elle porte un pantalon de yoga et un débardeur, l'uniforme des épouses de banlieue du monde entier. Après 17 ans, je connais chaque expression de son visage. Celle-ci est nouvelle. Je veux une permission de sortie, dit-elle. Le crayon s'immobilise. Je la regarde, attendant la chute de la blague ou le contexte qui donnerait un sens à tout ça. Rien ne vient. Une quoi, je demande. Tu sais ce que je veux dire. Elle s'appuie contre le comptoir, les bras croisés. Une nuit, juste une nuit pour me sentir à nouveau moi-même. La cuisine semble soudain plus petite. La lumière du plafonnier paraît trop vive. Je pose le crayon et lui accorde toute mon attention. Te sentir toi-même, je répète. Oui. Sa voix s'accélère maintenant, comme si elle avait répété son texte. Nathan, ça fait 17 ans que je suis une mère et une épouse. J'aime Caleb. Je t'aime, mais je me suis perdu quelque part dans tout ça. J'ai 41 ans. Je suis marié à cette femme depuis que nous sommes des gamins. Je connais le son de son rire quand elle est sincèrement heureuse et quand elle est simplement polie. Je sais qu'elle met de la sauce piquante surtout quand elle est stressée. Je sais qu'elle dort sur le côté gauche quand elle est contente et qu'elle se tourne et se retourne toute la nuit quand elle ne l'est pas. En ce moment, elle se tient dans notre cuisine, la cuisine que nous avons choisie ensemble, avec le dosseret qu'elle a passé 3 week-ends à installer elle-même, en me demandant la permission de coucher avec quelqu'un d'autre. Qui est-ce, je demande. Elle tressaille. Il ne s'agit pas de savoir qui c'est. Émilie, je répète, marquant une pause assez longue pour que le réfrigérateur se mette en marche. Il y a ce type à la salle de sport, Eric. Il me fait me sentir vivante, dit-elle. Vivante, par opposition à ce que notre mariage lui fait ressentir, je suppose. Je me penche en arrière sur ma chaise. Les chiffres sur la facture d'électricité se brouillent. 97,32 $ à payer pour le 15. Depuis combien de temps, je demande. Depuis combien de temps, quoi, répond-elle. Depuis combien de temps tu penses à ça? Elle regarde le plafond. Quelques mois. Quelques mois. Pendant que je me levais à 6 heures tous les matins pour nous préparer le café. Pendant que je travaillais 50 heures par semaine pour maintenir cette maison que nous pouvons à peine nous permettre. Pendant que j'entraînais l'équipe de baseball de Caleb et que je réparais la porte de garage qui coince, et que je faisais semblant de ne pas remarquer qu'elle ne me regardait plus de la même façon. C'est juste une nuit, Nathan. Juste une fois pour le sortir de mon système, dit-elle. Le sortir de son système, comme si c'était un rhume ou une envie de glace. Et après, je demande. Après, on revient à la normale, à nous. Mais je serai à nouveau entière. Normale. Nous. Entière. Les mots rebondissent dans ma tête comme des billes de flipper. Je pense au jour de notre mariage, au premier appartement que nous avons partagé avec le chauffage en panne et le chien du voisin qui aboyait toute la nuit. À la façon dont elle a pleuré quand Caleb est né, et comment elle m'a fait promettre que nous ne laisserions jamais rien lui arriver. Je pense à 17 ans à construire quelque chose ensemble. Des mensualités de prêt immobilier, des réunions de parents d'élèves et des vacances en famille sur la côte. Des soirées en amoureux qui sont devenues des soirées cinéma à la maison. Cette dérive lente et confortable de la passion au partenariat que je pensais normal pour les couples comme nous. Peut-être que c'était normal. Peut-être que le problème, c'est qu'Émilie ne veut plus de la normalité. J'ai besoin d'y réfléchir, dis-je. Elle hoche la tête trop rapidement. Bien sûr, prends tout le temps dont tu as besoin. Mais Nathan, s'il te plaît, ne ramène pas ça à toi. Il s'agit pour moi de me retrouver. Ne pas ramener ça à moi. D'accord.
Elle s'approche et m'embrasse le sommet du crâne. Un baiser d'épouse. Un baiser de routine. Le genre de baiser qu'on donne à quelqu'un avec qui on vit, mais qu'on ne désire pas nécessairement. Je vais voir Caleb, dit-elle. Ses pas s'estompent en montant les escaliers. Je reste assis dans la cuisine, fixant les factures étalées sur la table. Mensualité de la maison. Assurance voiture. Fourniture scolaire de Caleb. L'architecture normale d'une vie normale. Quelque chose en moi bascule, ne se brise pas, bascule. Comme une fondation qui se tasse, trouvant un nouveau niveau. Je reprends le crayon et finis de calculer la facture d'électricité. 97,32 $ à payer pour le 15. Quand Émilie redescend, je suis toujours à table. Il fait ses devoirs, dit-elle. Des maths. Bien, je réponds. Elle hésite près de la porte, incertaine. Alors, ça va entre nous? Je la regarde. Vraiment, je la regarde. La femme que j'ai épousée, la mère de mon enfant, la personne avec qui j'ai partagé un lit pendant plus de la moitié de ma vie. Oui, dis-je. Ça va. Elle sourit alors, soulagée, comme si elle venait de demander une petite faveur au lieu de la permission de faire exploser notre mariage. Merci de comprendre, dit-elle. Comprendre? Bien sûr. Cette nuit-là, elle s'endort rapidement. Je reste éveillé, fixant le plafond, écoutant sa respiration. 17 ans de mariage, 17 ans à construire quelque chose ensemble. Brique par brique, compromis par compromis. 17 ans à supposer que nous étions dans la même équipe. Je ne ressens pas de colère. La colère serait plus facile. La colère serait normale. Ce que je ressens, c'est de la clarté. Elle n'a pas seulement demandé une permission de sortie. Elle a auditionné pour une vie sans moi. Et maintenant, elle attend de voir si elle obtient le rôle. L'horloge numérique affiche 2h47 du matin quand je comprends enfin ce qu'était ce basculement. Ce sentiment de tassement dans ma poitrine. Ce n'était pas mon cœur qui se brisait. C'était ma patience qui prenait fin. 3 jours passent avant qu'Émilie n'en reparle. Je prépare le petit déjeuner. Elle boit son café. Caleb se plaint de son prof de maths. Et nous exécutons le ballet domestique que nous avons perfectionné au fil des ans. Pour quiconque nous observerait, nous semblons normaux, fonctionnels. Je suis devenu bon pour paraître normal. Alors, dit-elle le jeudi matin après que Caleb soit parti à l'école. As-tu réfléchi à ce dont nous avons parlé? Elle utilise à nouveau sa voix prudente, tâtant le terrain. Oui, je réponds. Je me sers une autre tasse de café. Noir. J'ai arrêté la crème il y a des années, bien que je ne me souvienne plus pourquoi. Et, demande-t-elle. Je me tourne pour lui faire face. Elle est toujours en peignoir, les cheveux lâches sur ses épaules. C'est ainsi que je la voyais chaque matin avant le travail, douce, endormie, et mienne. Je veux que tu sois heureuse, et aime, dis-je. Son visage s'illumine. Espoir, soulagement, quelque chose entre les deux. Vraiment, demande-t-elle. Vraiment. Si c'est ce dont tu as besoin, je hausse les épaules, alors tu devrais l'avoir. Le mensonge vient facilement. Trop facilement. Peut-être que je m'entraîne à la tromperie depuis plus longtemps que je ne le pensais. Elle traverse la cuisine et me serre fort dans ses bras, reconnaissante, comme si je venais de lui offrir un cadeau au lieu d'un pistolet chargé. Merci, mon Dieu. Nathan, merci. Je sais que c'est difficile pour toi, dit-elle. Est-ce difficile? Je fais l'inventaire de mes sentiments comme si je vérifiais les disjoncteurs d'un tableau électrique. Blessé? Oui. Trahi? Absolument. Mais, difficile, suggère une lutte. Et je ne lutte pas. Je planifie. Quand, je demande. Elle se recule pour me regarder. Ce week-end? Samedi soir? Bien sûr, dis-je. Je serai de retour dimanche matin, de bonne heure. Prends ton temps. Cet après-midi-là, je conduis jusqu'à Durham. Le bureau de Greg Holloway se trouve dans un centre commercial entre un service de préparation de déclaration de revenus et un magasin de coques de téléphone. L'enseigne sur sa porte indique « Holloway Investigation ». Discret, professionnel, confidentiel. Greg est tout droit sorti d'un casting pour un rôle de détective privé.
Début de la soixantaine, moustache grise, des yeux qui en ont trop vu et qui jugent peu. Il était dans la police d'État jusqu'à ce que son genou le lâche. Maintenant, il suit les conjoints infidèles et documente les fraudes à l'assurance. Problème de couple, demande-t-il après que je lui ai expliqué ce dont j'ai besoin. Quelque chose comme ça, je réponds. Il me donne un tarif. $200 par jour plus les frais, paiement en espèces à l'avance. Je lui fais un chèque. Elle ne sait pas que je vous engage, je lui dis. Elles ne le savent jamais. Il prend les informations d'Émilie. Numéro de plaque d'immatriculation, téléphone portable, adresse email. L'architecture de base de la surveillance. Que cherchez-vous exactement, monsieur Caldwell? La vérité, dis-je. Il hoche la tête comme si cela avait parfaitement de sens. Quand voulez-vous que je commence? Samedi soir. Elle quittera la maison vers 19h. Une idée de l'endroit où elle va. Elle dit qu'elle retrouve des amis du yoga. L'expression de Greg ne change pas, mais quelque chose vacille dans ses yeux. Scepticisme professionnel, peut-être. Ou pitié. Je la suivrai. Je documenterai tout. Photos, chronologie, lieu. Vous aurez un rapport complet d'ici lundi, dit-il. À quel point sera-t-il détaillé, je demande. Assez détaillé pour un tribunal, si c'est là que ça se termine. Tribunal. Le mot flotte entre nous comme un pont que je n'ai pas encore décidé de franchir. Avez-vous besoin de savoir autre chose, demande-t-il. Juste une chose, dis-je. Vous êtes sûr de vouloir vous engager sur cette voie? Parfois, l'ignorance est une bénédiction. Je réfléchis à la question. Est-ce que je veux connaître la vérité ou est-ce que je veux préserver la fiction confortable que ma femme traverse juste une crise de la quarantaine qui passera si je suis assez patient? J'ai besoin de savoir, dis-je. Très bien. Je vous tiendrai au courant. Ce soir-là, je m'assois avec Caleb pendant qu'il fait ses devoirs. Des problèmes de maths, comme l'avait dit Émilie. Des fractions et des pourcentages, tout se réduisant à des réponses claires et simples. Papa, dit Caleb. Oui, mon grand, je réponds. Est-ce que ça va entre toi et maman? Les enfants savent. Ils savent toujours, même quand on pense le cacher parfaitement. Pourquoi tu demandes ça, dis-je. Il hausse les épaules sans lever les yeux de sa feuille. Vous semblez différent ces derniers temps. Silencieux. Les adultes traversent parfois des phases. Comme toi, tu aimais les dinosaures, puis tu es passé au baseball, j'explique. Est-ce que maman est en train de passer à autre chose, de nous oublier, demande-t-il. La question frappe comme un fil électrique. Directe, innocente, dévastatrice. Non, mon grand. Maman t'aime plus que tout au monde. Je le dis, c'est la vérité, même si ce n'est pas toute la vérité. Émilie est peut-être prête à jouer avec son mariage, mais elle ne risquerait jamais sa relation avec Caleb. Du moins, je ne pense pas, et toi? Demande-t-il. Et moi, quoi? Je réponds. Est-ce qu'elle t'aime plus que tout, aussi? Je l'aide avec un problème de calcul de pourcentage. Si Jenny a 100 billes et en donne 30, quel pourcentage lui reste-t-il? Elle-même, je lui dis. Parfois, les adultes ont juste besoin de régler des choses. 70%. Il reste à Jenny 70% de ses billes. Le reste de la semaine se passe dans une étrange sorte d'animation suspendue. Émilie est presque joyeuse, fredonnant en préparant le dîner, s'intéressant à nouveau à mes projets de travail, comme quelqu'un qui a obtenu une libération conditionnelle et qui n'attend plus que l'ouverture des portes de la prison. Je répare une prise cassée dans la chambre de Caleb. Je fais la vidange de mon camion. Je rends les livres à la bibliothèque. Des activités d'entretien normales pour une vie normale qui est sur le point de devenir tout sauf normale. Vendredi soir, Émilie se rase les jambes sous la douche. Je le sais parce qu'elle me demande d'acheter d'autres rasoirs quand je vais au magasin. Elle ne s'est pas rasé les jambes depuis des mois. De petits détails qui s'additionnent pour former une image plus grande. Tu es nerveuse pour demain, je demande alors que nous nous préparons à nous coucher. Un peu. Le bon stress, cependant, dit-elle. Le bon stress, comme si elle allait à un entretien d'embauche au lieu de tromper son mari. Tu vas t'amuser, dis-je. Je pense que oui. Elle se tourne pour me regarder. Tu es vraiment compréhensif à ce sujet, Nathan.
Beaucoup d'hommes ne le seraient pas, je ne suis pas comme beaucoup d'hommes, je réponds. Non. Elle m'embrasse. Bonne nuit. D'où, bref, déjà à moitié partie, même si elle n'a pas encore quitté la maison. Samedi soir arrive avec l'inévitabilité tranquille d'un lever de soleil. Émilie passe une heure à se préparer. Douche, coiffure, maquillage. Elle essaie 3 tenues différentes avant de se décider pour un jean simulant qu'on aurait dit qu'il était peint sur elle, et un haut noir qui montre plus de décolleté qu'elle n'en a affiché depuis des mois. Elle n'a pas l'air de quelqu'un qui va retrouver des amis du yoga. Elle a l'air de quelqu'un qui va à un rendez-vous galant. Tu es jolie, je lui dis. Merci. Elle se regarde une dernière fois dans le miroir du couloir. Je devrais être de retour demain matin, midi au plus tard. Amuse-toi bien, dis-je. Elle m'embrasse sur les lèvres pour me dire au revoir, mais brièvement. Un baiser d'épouse, pas un baiser d'amante. La distinction semble importante. Je la regarde depuis la fenêtre alors qu'elle sort de l'allée. Sa Honda Civic disparaît au coin de la rue, emmenant ma femme vers son rendez-vous avec un autre homme. Puis j'envoie un SMS à Greg. Elle vient de partir. Sa réponse arrive immédiatement. J'y suis. Caleb et moi commandons une pizza et regardons un film Marvel. Quelque chose avec des explosions et des héros qui font toujours le bon choix, même quand ça leur coûte tout. Le genre d'univers moral simple qui n'existe pas dans la vraie vie. Papa, on peut avoir un chien, demande Caleb. Peut-être, quand les choses se seront un peu calmées, je réponds. Quelle chose? Juste des trucs d'adultes. Rien dont tu dois t'inquiéter. Il accepte cette explication comme le font les enfants quand ils sentent que leurs parents naviguent en eau trop profonde pour de petits passagers. Il s'endort sur le canapé pendant la scène de bataille finale, étalé sur les coussins, la télécommande toujours à la main. Je le porte à l'étage, le borde, et retourne au salon. La maison semble différente sans Émilie. Plus silencieuse, mais pas vide. Comme le moment après avoir retiré une écharde, l'absence soudaine de quelque chose qui causait de la douleur. Mon téléphone vibre à 23h30. Un SMS de Greg. Sujet arrivé au Marriott de Chapel Hill à 20h45. Accompagné d'un homme blanc, environ 30 ans, corpulence athlétique. Se dirige vers la chambre 412. Poursuit surveillance. Je pose le téléphone et finis le film. Les gentils gagnent. Ils gagnent toujours dans les films. Je ne dors pas beaucoup cette nuit-là. Non pas à cause de l'anxiété ou du chagrin, mais d'une étrange sorte de clarté qui rend le repos inutile. Je reste allongé dans mon lit à fixer le plafond, pensant aux murs porteurs et à l'intégrité structurelle, à ce qui se passe quand on enlève la mauvaise poutre de soutien. Émilie rentre le dimanche matin à 10h20. J'entends sa voiture dans l'allée, le léger clic de sa clé dans la serrure, ses pas dans les escaliers. Elle se glisse dans le lit à côté de moi comme elle l'a fait 1000 fois auparavant. Elle sent différent, une odeur de savon inconnu et de l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre. Nathan, murmure-t-elle. Je ne réponds pas. Elle s'installe sur son oreiller et en quelques minutes, sa respiration devient régulière, endormie. Je reste éveillé jusqu'à midi, cataloguant tout ce que je sais et tout ce que je suis sur le point de savoir. Puis je me lève, prépare du café et j'attends lundi. Émilie est presque joyeuse au petit déjeuner. Elle fredonne en préparant le déjeuner de Caleb, s'enquiert de ses projets pour la journée, lui embrasse le front avant qu'il ne parte à l'école, jouant le rôle de mère dévouée avec une énergie renouvelée. Comment s'est passée ta soirée? Je demande autour d'un café. Bien, dit-elle. Très bien. Les filles et moi sommes allés dans ce nouveau bar à vin à Chapel Hill. On a parlé pendant des heures. C'était comme être de retour à l'université. Le mensonge coule avec fluidité, répété. Elle a réfléchi à cette conversation, s'y est préparée. C'est bien, dis-je. Tu en avais besoin. Oui. Merci de comprendre. Elle part au travail d'un pas léger, comme quelqu'un qui vient de gratter une démangeaison qui la tourmentait depuis des mois. Le rapport de Greg arrive le mardi matin par email sécurisé. 47 pages de documentation professionnelle, des photographies horodatées, des registres d'hôtels, des reçus de bar montrant des boissons commandées pour la chambre 412, des clichés de caméras de sécurité du hollet de l'ascenseur. Les photos sont d'une précision clinique. Émilie entrant dans l'hôtel avec un homme qui semblait tout droit sorti d'un magazine de fitness. Eric, probablement. Grand, larges épaules,
le genre de posture confiante qui vient de la jeunesse et du désir. Ils se tiennent la main sur 3 des photos. La dernière image les montre partant ensemble le lendemain matin. Les cheveux d'Émilie sont différents, plus en désordre. Ses vêtements sont froissés. Le bras d'Éric est autour de sa taille, possessif et décontracté. J'étudie les photos pendant 20 minutes, cherchant quelque chose qui pourrait changer l'équation. Peut-être qu'ils ont juste parlé. Peut-être qu'ils ont bu un verre et ont réalisé qu'ils avaient fait une erreur. Peut-être que ma femme depuis 17 ans n'a pas pu aller au bout de son plan de coucher avec un inconnu. La facture de l'hôtel raconte une autre histoire. Service en chambre commandé à 21h30. Champagne, fraises. Départ tardif à 11h le lendemain matin. Je ferme l'ordinateur portable et reste assis dans mon bureau à la maison pendant un long moment. Par la fenêtre, je vois notre voisine, Madame Peterson, promener son chien. La vie continue son rythme normal tandis que la mienne se recalibre autour de nouveaux faits. Le plus étrange, c'est à quel point je ne suis pas surpris. Pas heureux, pas dévasté, juste confirmé dans des soupçons que je ne savais pas que j'avais. Comme quand on reçoit enfin les résultats d'un test qui explique pourquoi on se sentait malade. Quand Émilie rentre du travail ce soir-là, elle est pratiquement radieuse, fredonnant en commençant le dîner, demandant à Caleb comment s'est passée sa journée avec un intérêt sincère, jouant le rôle d'épouse et de mère avec un enthousiasme renouvelé. « Comment s'est passé ton week-end ?» je demande au dîner. « Merveilleux », dit-elle. Les filles et moi sommes allés dans ce nouveau bar à vin à Chapel Hill. On a parlé pendant des heures. C'était comme être de retour à l'université. Le même mensonge, livré avec la même aisance répétée. Elle s'est engagée dans cette fiction. « C'est bien, dis-je. Tu en avais besoin. » « Oui. Merci d'être si compréhensif pour tout. » Caleb nous parle d'un projet de science sur les volcans. Émilie rit à sa description du mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre. Je la regarde jouer le rôle de mère dévouée tandis que les images du rapport de Greg défilent dans ma mémoire. Après le dîner, elle propose que nous regardions un film ensemble, ce que nous n'avons pas fait depuis des mois. Elle se blottit contre moi sur le canapé, la tête sur mon épaule, les doigts jouant avec les boutons de ma chemise. Je me sens à nouveau moi-même, murmure-t-elle pendant une scène calme. Bien, dis-je. J'avais peur que tu sois en colère. Pourquoi serais-je en colère, je demande. Je ne sais pas. Certains hommes seraient jaloux que leurs femmes s'amusent sans eux. Leurs femmes qui s'amusent. C'est comme ça qu'elle appelle ça. Je ne suis pas comme certains hommes, je réponds. Non, acquiesce-t-elle. Tu ne le es pas, cette nuit-là, elle prend l'initiative de faire l'amour pour la première fois depuis des mois. Elle est enthousiaste, présente d'une manière qu'elle ne l'a pas été depuis des années. Ensuite, elle s'endort la tête sur ma poitrine, respirant profondément et satisfaite. Je fixe le plafond et pense au tassement de fondation, aux murs porteurs et à l'intégrité structurelle, à ce qui se passe quand on enlève la mauvaise poutre de soutien. Mercredi matin, j'appelle un serrurier. Le serrurier arrive à 9h30, 40 minutes après qu'Émilie soit partie pour son travail à l'agence immobilière. Professionnel, efficace, sans poser de questions. 200$ en espèces pour changer les serrures des portes avant et arrière. Il me tend 3 jeux de clés et disparaît dans sa camionnette. Caleb est à l'école. La maison est à moi. Je commence par le placard de la chambre principale. Sans rien détruire, sans jeter ses vêtements dans le jardin comme un mari bafoué dans une chanson de country. Je plie tout avec soin, comme elle me l'a appris quand nous avons emménagé ensemble. Pull, chemisier, la petite robe noire qu'elle portait à la fête de Noël de mon entreprise l'année dernière. Chaque article est placé dans des sacs de chantier robustes, ceux que j'utilise pour les travaux de démolition. 13 sacs au total quand j'ai fini, disposés proprement sur le porche avant comme des colis en attente de ramassage. Sa commode ensuite. Sous-vêtements, bijoux, le parfum que je lui ai acheté pour son anniversaire. Les petites choses qui transforment une maison en foyer pour quelqu'un. J'emballe tout avec le même soin méthodique que j'utilise pour câbler une maison. Chaque connexion compte. Chaque détail a une fonction. L'armoire à pharmacie de la salle de bain. Ses flacons de médicaments, ses crèmes pour le visage coûteuses, la brosse à dents électrique sur laquelle elle avait insisté. Tout ce qui marque son territoire dans notre espace commun. Je ne suis pas en colère. Cette prise de conscience me surprend. Ça ne ressemble pas à une vengeance. Ça ressemble à une restauration.
Comme remettre les choses dans leur ordre naturel. À midi, j'ai effacé toute trace d'Émilie de notre chambre, de notre salle de bain, de nos placards. 17 ans d'espace partagé réduit à des sacs poubelles sur un Porsche. Prochain arrêt, la First National Bank. La directrice de l'agence, Madame Chen, nous connaît tous les deux. Nous avons refinancé notre prêt immobilier par son intermédiaire 2 fois. Elle a traité le prêt pour la voiture d'Émilie. Courtoisie professionnelle et familiarité de petite ville. J'ai besoin de faire quelques changements sur nos comptes joints, je lui dis. Elle jette un coup d'œil à son écran d'ordinateur. Quel genre de changement? Je veux me retirer des comptes joints et en ouvrir de nouveaux à mon seul nom. Différentes règles s'appliquent aux décisions individuelles concernant les actifs communs. Elle me guide à travers la paperasse. Compte courant, compte épargne, le compte du marché monétaire que nous avions ouvert pour les études de Caleb. Mon nom est retiré des comptes joints. Les soldes sont transférés vers de nouveaux comptes. Mes comptes. Propriété unique, accès unique. Tout va bien, Monsieur Caldwell, demande Madame Chen alors que je signe le dernier formulaire. Je simplifie juste les choses, je réponds. À 14 heures, j'ai redirigé mon salaire, mis à jour mon virement automatique et fermé les cartes de crédit. Émilie découvrira les changements quand elle essaiera d'acheter son déjeuner demain. Peut-être plus tôt si elle vérifie les soldes en ligne. Je passe l'après-midi au travail, installant de nouvelles prises dans un projet de rénovation en centre-ville. Travail physique. Les mains occupées, l'esprit clair. La méditation de l'électricien. Connecter ceci à cela. Le courant passe. Les lumières s'allument. Une simple relation de cause à effet dans un monde qui a du sens. Mon téléphone se met à vibrer à 16h30. Émilie, qui essaie probablement d'utiliser sa carte de débit. Je ne réponds pas. Une autre vibration à 16h45. Puis 17h15. Le temps que je finisse le travail et que je rentre, j'ai 7 appels manqués et 4 SMS. Je lis les SMS assis dans mon camion, dans l'allée. Nathan, ma carte ne fonctionne pas, appelle-moi. Qu'est-ce qui se passe avec notre compte? Ce n'est pas drôle. Rappelle-moi. Je rentre à la maison. Il faut qu'on parle. Sa Honda Civic est déjà là quand je me gare. Elle est sur le porche, fixant les sacs. 13 sacs de chantier contenant 17 ans de vie commune. Je sors du camion et me dirige vers la maison. Elle me voit et son visage passe par plusieurs expressions à la fois. Confusion, colère, prise de conscience, peur. Nathan, qu'est-ce que c'est que ça, demande-t-elle. Je monte les marches du Porsche. Elle s'écarte automatiquement, puis réalise qu'elle ne peut pas me suivre à l'intérieur. Sa clé est dans sa main, mais les serrures ont été changées. Qu'est-ce que c'est que ça, répète-t-elle, plus fort maintenant. Je déverrouille la porte et me retourne pour lui faire face. Tes affaires. Mes affaires? Nathan, qu'est-ce qui se passe, bordel, exige-t-elle. Tu voulais une permission de sortie. Tu l'as prise. Maintenant, tu peux vivre avec les conséquences, dis-je. Sa bouche s'ouvre et se ferme comme si elle essayait de former des mots qui ne viennent pas, je. Je ne comprends pas, Marriott de Chapel Hill, chambre 412. Eric, de la salle de sport. Je garde ma voix égale. Conversationnelle. Tu es resté jusqu'à dimanche matin. Tu as commandé le service en chambre. Champagne et fraises. La couleur quitte son visage. Comment tu sais? J'ai engagé quelqu'un pour te suivre, dis-je. Tu as quoi, allait-elle? Un détective privé. Très professionnel, très minutieux. Je sors mon téléphone et lui montre une des photos de Greg. Émilie et Eric entrant dans l'hôtel, sa main sur le bas de son dos. Il a tout documenté. Elle fixe l'écran comme s'il pouvait prendre feu. Nathan, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Expliquer quoi? Que tu m'as menti? Que tu as passé la nuit de samedi avec un inconnu pendant que je regardais des films avec notre fils, je demande. Les mots flottent dans l'air entre nous. J'élève rarement la voix, surtout pas contre elle. Mais il ne s'agit pas de volume. Il s'agit de finalité. C'était juste une nuit. Tu avais dit, commence-t-elle. J'ai dit que je voulais que tu sois heureuse. Je n'ai pas dit que je resterais pour te regarder jeter notre mariage par la fenêtre, l'interromps-je. Les larmes commencent alors.
de vraies larmes, pas les larmes calculées qu'elle utilise pendant les disputes. Nathan, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Je peux arranger ça. Non, tu ne peux pas, dis-je fermement. Si, je peux. On peut aller en thérapie. On peut surmonter ça, plaide-t-elle. Émilie. Ma voix est stable. Définitive. Tu as auditionné pour Une vie sans moi. Félicitations, tu as eu le rôle. J'entre et je ferme la porte. Le pen s'enclenche avec un son solide et satisfaisant. La ponctuation finale. Elle frappe à la porte. Nathan. Nathan, ouvre cette porte. Il faut qu'on parle. Je vais à la cuisine et me sers une bière. Par la fenêtre, je la vois sur le porche, le téléphone collé à l'oreille, appelant quelqu'un. Ses parents, probablement. Ou peut-être sa sœur. Certainement pas Eric. Les types comme ça ne restent pas pour les conséquences désordonnées. Les coups cessent au bout de 10 minutes. Sa voiture démarre et quitte l'allée. Je regarde les feux arrière disparaître au bout de notre rue, emmenant ma femme vers ce qui l'attend dans sa nouvelle vie si soigneusement planifiée. Caleb rentre à 18h30, déposé par la mère de son ami maçon après l'entraînement de baseball. « Papa, où est la voiture de maman ?» demande-t-il. « Elle est partie rester chez papy et mamie pendant un moment », je réponds. « Pourquoi ?» Je regarde mon fils de 12 ans, encore innocent, bien qu'il en sache plus qu'il ne le devrait sur les tensions entre ses parents. Dans quelques années, il comprendra toute la portée de ce qui s'est passé ici. Pour l'instant, il mérite une réponse simple. Parfois, les adultes ont besoin d'espace pour régler des choses, j'explique. Est-ce qu'elle va revenir, demande-t-il. La question que je redoutais et à laquelle je me préparais simultanément. Pas pour vivre ici, mon grand. Mais elle sera toujours ta maman. Ça ne change pas, dis-je. Il hoche la tête solennellement, traitant cela avec la résilience que possèdent les enfants lorsque leur monde bascule sous leurs pieds. Est-ce qu'on va s'en sortir, demande-t-il. Oui, on va très bien s'en sortir, je lui dis. Et pour la première fois depuis des jours, je le crois. Le père d'Émilie appelle à 19h30. Robert Walsh, cadre intermédiaire à la retraite, golf le week-end, un homme qui ne m'a jamais particulièrement apprécié, mais qui me tolérait pour le bien de sa fille. Nathan, qu'est-ce que tu crois faire, bordel, exige-t-il. Bonsoir, Robert, dis-je. Ne me fais pas ton bonsoir, Robert. Émilie est ici, en larmes. Elle dit que tu as changé les serrures et que tu as jeté ses affaires sur le porche comme des ordures. Ce n'était pas des ordures. J'ai tout emballé avec soin, je réponds. Ce n'est pas la question, et tu le sais bien. Quelle est la question, Robert, je demande. Un silence. Il n'est pas habitué à ce que je lui tienne tête. 17 ans de dîner de famille et de fêtes de fin d'année, et j'ai toujours été le gendre poli. Agréable, accommodant. La question, c'est que vous avez une famille, un fils. Tu ne peux pas tout détruire simplement parce que tu es contrarié, dit-il. Je n'ai rien détruit, je réponds. Alors comment appelles-tu ça? Des conséquences. Le bureau de l'avocate Jennifer Morrison surplombe le centre-ville de Raleigh depuis le 15e étage d'un immeuble de verre qui reflète le soleil du matin comme un miroir. Elle est spécialisée en droit de la famille. Selon son site web, divorce, garde d'enfants, partage des biens. L'archéologie juridique des mariages ratés. Elle est plus jeune que je ne l'imaginais, peut-être 35 ans, avec le genre de confiance professionnelle qui vient du fait de gagner plus de procès qu'on en perd. Tailleur sombre, bijoux discrets, une poignée de main qui en dit long. Monsieur Caldwell, j'ai examiné la documentation que vous m'avez envoyée. C'est assez simple, compte tenu des circonstances, dit-elle. Les circonstances. Elle veut dire les photos, les registres d'hôtel, les preuves de l'infidélité d'Émilie documentées avec une minutie professionnelle. La Caroline du Nord autorise le divorce pour faute, continue-t-elle. L'adultère affecte à la fois le partage des biens et les considérations relatives à la pension alimentaire. Les actions de votre femme nous donnent un levier de négociation important. Levier. Terminologie juridique pour le simple fait que les actions ont des conséquences. Et la garde, je demande. La garde principale devrait être réalisable, surtout compte tenu du mauvais jugement documenté concernant l'affaire extra-conjugale. Les tribunaux favorisent la stabilité, et vous avez conservé le domicile familial,
gardez votre emploi, et fait preuve d'une parentalité constante. Elle ouvre un dossier contenant des formulaires qui dissoudront légalement 17 ans de vie commune. Demande de divorce absolu. Plainte pour la garde et la pension alimentaire. Des documents qui transforment les émotions en faits juridiques. Délai, je demande. 6 mois minimum. Ça pourrait être plus long si elle conteste, mais vu les preuves. Elle hausse les épaules. Évaluation professionnelle basée sur une expérience professionnelle. Je signe les papiers. Ma signature a l'air différente, en quelque sorte. Plus délibérée, plus définitive. Cet après-midi-là, Émilie se fait signifier les papiers à son agence immobilière. Un huissier, poli et professionnel, lui remet une enveloppe qui contient la fin légale de notre mariage. Elle m'appelle 2 heures plus tard. Nathan, s'il te plaît, il faut qu'on parle, dit-elle. Parle à mon avocate, je réponds. C'est insensé. Tu es vindicatif. Je suis pragmatique. Et Caleb? Tu lui fais subir ça parce que tu es en colère contre moi, m'accuse-t-elle. Je lui fais subir ça parce que tu as fait des choix qui ont mis fin à notre mariage. Je ne fais que le rendre officiel, dis-je. Silence, puis, je veux le voir. Les week-ends. Viens le chercher le samedi matin. Ramène-le le dimanche soir. Ce n'est pas assez, proteste-t-elle. C'est ce que tu as. Elle se met à pleurer alors. De vraies larmes, pas des larmes manipulatrices. Le son de quelqu'un qui réalise que les actions ont des conséquences permanentes. Nathan, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne reverrai plus jamais Eric. Je ferai n'importe quoi, plaide-t-elle. Je sais que tu le feras. Mais ça n'a plus d'importance, dis-je. Pourquoi? Parce que la confiance, ce n'est pas quelque chose qu'on peut reconstruire après l'avoir pulvérisé depuis l'orbite. Parce que je ne te regarderai plus jamais sans voir ces photos d'hôtel. Parce que notre fils n'a pas besoin de grandir en voyant ses parents faire semblant de s'aimer. Je t'aime, insiste-t-elle. Peut-être. Mais tu t'aimes davantage. Ce n'est pas suffisant pour un mariage. Je raccroche et éteins mon téléphone. Ce soir-là, Caleb et moi commandons de la nourriture chinoise et la mangeons directement dans les boîtes en regardant un match de baseball. Des plaisirs simples, non compliqués par la manipulation émotionnelle. Papa, dit Caleb. Oui, je réponds. Tu es triste pour le divorce? Les enfants vont droit au cœur des choses. Pas de langage diplomatique ni de tournure de phrases prudentes. Parfois. Mais pas de la manière que tu pourrais imaginer, je réponds. De quelle manière, alors? Je réfléchis à ça. Comment expliquer la différence entre la tristesse et la déception, entre le deuil et le soulagement? Je suis triste que les choses n'aient pas fonctionné comme nous l'avions prévu. Mais je ne suis pas triste de qui je suis sans elle, dis-je. Il hoche la tête comme si cela avait du sens. Est-ce qu'on va s'en sortir? Mieux que ça, je lui dis. Comment tu le sais? Parce qu'on est honnête l'un avec l'autre. On ne prétend pas que les choses sont différentes de ce qu'elles sont. Le divorce se déroule avec une efficacité mécanique. Émilie conteste, au début. Engage son propre avocat, menace de se battre pour la garde principale. Puis son avocat examine les preuves de Greg et lui explique la réalité du droit de la famille en Caroline du Nord. L'adultère compte ici. Les clauses de moralité dans les accords de garde ne sont pas rares. Une mère qui abandonne sa famille pour une nuit avec un inconnu ne se présente pas bien devant des juges conservateurs. La résistance d'Émilie s'effondre en 2 semaines. La conférence de règlement a lieu dans une salle de conférence stérile avec un éclairage fluorescent et du mauvais café. Émilie est assise en face de moi avec son avocat, un jeune homme nerveux qui souhaiterait clairement s'occuper de ventes immobilières plutôt que de divorces compliqués. Ma cliente est prête à accepter l'arrangement de garde proposé, annonce-t-il. Garde principale AM. Caldwell avec un droit de visite un week-end sur 2 et les vacances en alternance. Émilie ne me regarde pas. Elle fixe ses mains, essuyant occasionnellement des larmes avec des mouchoirs que son avocat lui fournit. Partage des biens? Demande mon avocate. Le domicile conjugal à Monsieur Caldwell ainsi que ses comptes de retraite et son véhicule. Madame Caldwell conserve son véhicule et ses biens personnels. Pension alimentaire? Un silence. L'avocat d'Émilie brasse des papiers. Compte tenu des circonstances,
ma cliente renonce à toute demande de pension alimentaire. Les circonstances. Tout le monde continue d'utiliser cette expression, comme si la trahison d'Émilie était une intempérie qui nous était tombée dessus plutôt que des choix qu'elle avait faits. En 1 heure, nous avons divisé 17 ans de vie commune en catégories juridiques. Bien, garde, pension. Tout réduit à des termes qui peuvent être appliqués par un tribunal. Émilie me regarde enfin alors que nous partons. J'espère que tu es satisfait, dit-elle. Je ne suis ni satisfait ni insatisfait. J'en ai fini, je réponds. Avec toi. Avec le faux semblant. 2 mois plus tard, le jugement devient définitif. Je suis officiellement un père divorcé avec la garde principale d'un fils de 12 ans. Émilie emménage dans un petit appartement près de chez sa sœur à North Hills. Elle a Caleb un week-end sur 2, exactement comme convenu. La première fois qu'elle vient le chercher, elle arrive en avance et reste assise dans sa voiture pendant 10 minutes avant de frapper. Quand j'ouvre la porte, elle me semble plus petite que dans mon souvenir, incertaine. « Salut », dit-elle. « Salut », je réponds. « Il est prêt ? Caleb, ta mère est là, j'appelle à l'étage. Il descend avec un sac à dos contenant des vêtements, des devoirs et sa console de jeu. Les possessions d'un enfant qui apprend à vivre à 2 endroits. « Salut, maman. »« Salut, mon chéri. » Elle le serre fort dans ses bras, plus longtemps que nécessaire. « Tu es prêt pour notre week-end ? On peut aller au cinéma, demande-t-il. « Tout ce que tu veux, répond-elle. Ils partent dans sa Honda Civic, me laissant seul dans une maison qui apprend à être paisible au lieu d'être tendue. Je me sers une bière et m'assois sur la terrasse arrière, écoutant les bruits d'un quartier un samedi après-midi. Tondeuse, enfant qui joue, le bourdonnement lointain de l'autoroute. Mon téléphone vibre. Un SMS de mon frère à Charlotte. Tu tiens le coup ? Je réfléchis à la question. Comment je vais ? Pas dévasté, pas amer, même plus particulièrement en colère. Bien, j'écris en retour. Vraiment bien. Et je le pense. 6 mois après le divorce, je vends la maison. Trop de souvenirs. Trop d'espace pour 2 personnes qui s'y perdent. L'agent immobilier, pas Émilie, évidemment, nous obtient un bon prix sur un marché favorable aux vendeurs. Caleb et moi déménageons dans un endroit plus petit, plus près de son école. 3 chambres, 2 salles de bain, un jardin assez grand pour un chien si nous décidons d'en prendre un. Le paiement de l'hypothèque est la moitié de ce que nous payions avant, et le silence n'est pas chargé de ressentiment tacite. Ça fait différent, dit Caleb lors de notre première nuit dans la nouvelle maison. Différent en bien ou en mal, je demande. Juste différent. Plus léger, peut-être. Plus léger. Je sais exactement ce qu'il veut dire. Émilie a du mal avec la transition. Elle appelle plus que ne l'exige le jugement de divorce, généralement avec des questions sur l'emploi du temps de Caleb ou les événements scolaires. Parfois, elle veut juste parler, maintenir une connexion avec la vie qu'elle a abandonnée pour 2 heures avec un inconnu. Comment est la nouvelle maison, demande-t-elle lors d'un de ses appels. Elle est bien. Caleb aime être plus près de l'école, je réponds. Et toi ? Tu vois quelqu'un ? La question flotte entre nous comme un pont qu'elle n'est pas sûre de vouloir traverser. Non, dis-je. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas prêt. Parce que je me concentre sur le fait d'être un bon père. Parce que j'apprends à être content de ma propre compagnie. Tu as toujours été autonome, dit-elle. C'est une de mes meilleures qualités. Un silence. Puis, tu me manques. La sécurité que je t'apportais te manque, la vie que nous avons bâtie te manque. Mais moi, je ne te manque pas, je réponds. Comment peux-tu dire ça ? Parce que si je te manquais vraiment, tu n'aurais pas été capable de faire ce que tu as fait. Elle se met à pleurer. J'ai appris à reconnaître les différents types de larmes d'Émilie. Celles-ci sont celles de la frustration. Les larmes de quelqu'un qui veut réécrire l'histoire mais ne sait pas comment. J'étais perdu, Nathan. Je me sentais invisible, comme si j'avais disparu pour n'être plus qu'une épouse et une mère, dit-elle. Juste une épouse et une mère. Tu continues de dire ça comme si c'était une peine de prison au lieu d'un choix que tu as fait chaque jour pendant 17 ans, je réponds. Tu ne comprends pas, je comprends parfaitement. Tu t'es lassé de la vie que tu as bâtie et tu as décidé de la faire exploser. Tu pensais que tu pouvais avoir ton excitation et ta sécurité aussi. Tu avais tort.
Elle essuie ses yeux avec le dos de sa main. Et le pardon? Et les deuxièmes chances? Je t'ai pardonné. Ça ne veut pas dire que je doive te faire à nouveau confiance. Ça ne veut pas dire que je doive prétendre que tu ne m'as pas montré exactement qui tu étais quand tu pensais que c'était sans risque, dis-je. Les gens changent, Nathan. Peut-être. Mais je ne suis pas intéressé à le découvrir. La conversation a atteint sa conclusion naturelle. Elle prend le cadeau, le tient avec incertitude. Tu le donneras à Caleb, demande-t-elle. Bien sûr, je réponds. Dis-lui que je l'aime. Il le sait. Elle retourne à sa voiture. Des mouvements prudents et délibérés, comme quelqu'un qui navigue en territoire inconnu. Avant de monter, elle se retourne. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te rendra heureux, dit-elle. Je l'ai déjà trouvé, je réponds. Qui? Moi-même. Elle s'en va, les feux arrière disparaissant dans le trafic du soir. Je reste sur le porche un moment, écoutant les bruits du quartier, un chien qui aboie quelque part, le bourdonnement lointain des climatiseurs, la symphonie ordinaire de gens menant des vies ordinaires sans drame ni trahison, ni le besoin de compliquer un contentement simple. À l'intérieur, je me sers une bière et m'assois à la table de la cuisine. La même table où j'aide Caleb avec ses devoirs, où nous prenons le petit déjeuner ensemble chaque matin, où nous planifions nos week-ends et parlons de sa journée à l'école. C'est assez. Cette maison tranquille, cette vie simple, cette absence de marcher sur des œufs autour des besoins émotionnels de quelqu'un d'autre. Émilie voulait se sentir vivante, se sentir choisie, se sentir dangereuse. Elle a eu ce qu'elle voulait. Et ça lui a coûté tout ce qu'elle avait. Je voulais la paix. Je voulais l'honnêteté. Je voulais dormir à côté de quelqu'un qui me choisissait tous les jours, pas seulement quand c'était pratique ou sûr ou socialement attendu. J'ai eu ce que je voulais, aussi. Mon téléphone vibre. Un SMS de Caleb. Je m'amuse bien à la soirée. À demain matin. Je t'aime, papa. Je réponds, je t'aime aussi, mon grand. Garde-moi du gâteau. La maison s'installe autour de moi, les craquements familiers d'un lieu qui a appris à être un foyer. Demain, Caleb reviendra avec des histoires sur sa soirée pyjama, et nous célébrerons son 13e anniversaire comme il se doit. Nous irons aux cages de frappe, peut-être au cinéma, et nous prendrons certainement une glace. Des plaisirs simples, non compliqués par les débris émotionnels des promesses rompues et de la confiance brisée. Je finis ma bière et verrouille la porte. Le son du pen s'enclenchant est solide, définitif. Le son d'une limite qui tient. Certaines portes, une fois fermées, devraient le rester. Le matin, il y aura des pancakes et des chansons d'anniversaire et le rire facile d'un père et d'un fils qui se font entièrement confiance. Il n'y aura pas de marche sur des œufs, pas de conversation prudente autour de sujets qui pourraient déclencher des explosions émotionnelles, pas de faux semblants pour dire que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il y aura la vérité. Il y aura la paix. Il y aura assez. Parfois, il n'est pas nécessaire de brûler un pont. Il suffit d'en retirer son amour et de les laisser tomber. Et nous voici arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez ou a-t-elle pris un tournant que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous et lançons la conversation. Si cette histoire vous a captivé, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous ne vous êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte des histoires fraîches et captivantes tous les jours, alors cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.